la parole ensuite. Peut-être après ce premier temps qui est théorico-clinique, on débattra ensemble. Je vais un petit peu d'abord introduire justement l'idée de ce débat, mais aussi pourquoi on va aborder la question du sentir par rapport à l'idée de ces états de chaos que traversent nos patients et patientes souffrant de troubles alimentaires, en particulier donc d'anorexie. Pas seulement quand on les trouve très dénutris et qu'on est au plus sévère de la situation, ou au plus sévère dans les formes boulimiques, dont on parlera moins aujourd'hui, mais les formes avec beaucoup de sucre qui donnent aussi des états neurologiques un peu compliqués, mais aussi au moment de la sortie. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau des états très chaotiques au moment du retour des règles, et d'autres à nouveau au moment de la décision de désir d'enfant, si elle doit passer par une aide pour l'hypofertilité. Et en fait, on est venu à cette question, vous allez voir, on va partir d'un peu loin, mais ça va nous permettre d'expliquer, Raphaël et moi, comment en fait on travaille l'un et l'autre hors de nos frontières psy, en territoire de soins somatiques, et que peut-être on a envie de vous donner envie ou de vous convaincre de l'intérêt d'aller aussi hors de ces frontières. Donc en fait, la transdisciplinarité qui est la nôtre, vous allez voir qu'elle a plusieurs niveaux, puisqu'on va voir que ça commence pour nous dès le début de nos études, par le fait qu'on a eu plusieurs formations successives et qu'on a parlé plusieurs langues, et pourtant des langues qu'on continue à faire se rencontrer. Et notre hypothèse, en fait, c'est que si on veut pouvoir être en identification empathique vis-à-vis de nos patients et patientes quand ils sont dans des vécus très chaotiques, eh bien, il nous faut être capable de nous approcher de l'expérience de chaos, et même peut-être c'est intéressant de connaître l'expérience de chaos grâce à la transdisciplinarité. Notre hypothèse, c'est donc que quand elle n'est pas qu'à nous, puisqu'on l'a trouvée récemment dans un article du Monde qui, je crois, date du 21 janvier et qui était sur l'université d'Helsinki, qui regroupe 5 orientations complètement différentes ensemble, où les étudiants font à la fois, par exemple, du design et de la chimie et du management, et enfin voilà, plein de choses pour arriver à être dans un bain qui va créer, plus il est large, plus il y a un grand nombre de disciplines, plus ça donne cet effet favorable d'être tellement dans un état de chaos que on est prêt à un renouvellement. On laisse tomber ses habitudes de pensée, on est obligé de se référer autrement. Comme quelqu'un qui est dans l'état profond de la maladie anorexique ne peut plus se référer à lui-même comme avant et éprouve des choses qui sont radicalement différentes. Et de même, quand revient le sentir, sortir des pensées anorexiques, sortir de l'insensibilité anorexique, et ben c'est à nouveau extrêmement difficile. Et ça remet dans le chaos. Alors, dans l'article sur l'université d'Helsinki auquel je fais référence, il disait une chose importante, c'est que non seulement ça va désintégrer les convictions qu'on a par rapport au savoir antérieur, mais ça va obliger à découvrir une capacité de discipline émotionnelle, c'est-à-dire de sortir du débordement émotionnel. Et peut-être en tant que soignant des troubles alimentaires, nous n'avons pas forcément conscience que nous sommes soumis à des débordements émotionnels. Nous voyons plutôt que nos patientes ont des tonnes de ruses pour ne pas les éprouver ou pour se débrouiller avec, d'abord par le symptôme qui permet d'être moins sensible.
mais que quand il se soigne, il faut qu'il trouve la discipline émotionnelle. C'est-à-dire pouvoir supporter les émotions qui pourtant donnent des sensations au niveau très profond et très primaire, des sensations de terreur. Pourquoi? Parce que les émotions mettent au contact de nous-mêmes et au contact de l'autre si on partage les émotions. En somme, on peut dire que dans l'expérience que nous avons avec Raphaël, de parler plusieurs langues de la médecine somatique et de notre espace psy, mais à la fois pour Raphaël comme psychologue, moi comme psychiatre, mais aussi comme psychanalyste, qui est quand même pas toujours la même chose. Et nous avons eu l'occasion de travailler au DU Troubles alimentaires à Lyon, DUTCA à l'Université Lyon 1, dont je coordonne les enseignements. Et Raphaël, lui, a un master pro qui s'appelle la débâcle somatique et l'éveil à la vie psychique, dont il parlera après. Et nous avons l'occasion de donner à nos patients, c'est une décision délibérée, l'occasion d'entendre plusieurs langues professionnelles. C'est-à-dire qu'on parle de la même chose, par exemple, on parle du coma et on parle de l'anorexie, mais on n'en parle pas du tout de la même façon. Alors, au DU, par exemple, qui est sur Lyon, on va avoir la dimension violence et trauma qui est parlée dans la langue de la médecine légale, des procès d'assises et de toute la procédure et de l'apparition de troubles alimentaires pendant la procédure de ces procès pour inceste ou pour agression sexuelle ou pour pédophilie. On va avoir toute la dimension neuro-endocrinienne, donc les hormones à la fois de la satiété et les hormones du stress, et la partie nutrition, qui est souvent abordée dans la question de la psychosomatique des troubles des conduites alimentaires, qui est ma façon de travailler. C'est-à-dire que je peux autant parler nutrition dans un entretien que passer à m'intéresser où ça en est au niveau des règles, que parler d'un rêve. Et cette façon de travailler, j'aimerais beaucoup la faire comprendre, mais c'est vrai que moi je l'ai rencontrée dans la transdisciplinarité des gynécos, parce que j'enseigne au DIU de gynéco-psychosomatique et eux ils ont l'habitude, ils font un examen pour le frottis et puis la personne parle de sa sexualité, de sa vie amoureuse et ils peuvent changer de sujet, parler de est-ce que je suis frigide ou pas et voilà, et en fait passer à regarder les résultats biologiques et faire tout ça dans la même consultation. Et au début, c'est dans cet enseignement que j'ai trouvé des interlocuteurs qui n'étaient pas surpris de cette façon de travailler avec l'anorexie, parce qu'ils ont l'habitude, eux aussi, de parler plusieurs langues dans la même consultation. Et pour finir, dans le DU TCA, nous parlons aussi autant du libéral que de l'hospitalisation. C'est quand même deux pratiques qui ne parlent pas la même langue. Et être sur la condition d'hospitaliser, les indications, les conditions, montrer la diversité des systèmes d'hospitalisation, leur logique interne, chercher à voir l'avantage de chaque logique, et de même au niveau des psychothérapies, montrer le trajet avant l'hospitalisation, après, ou bien sans l'hospitalisation, mais toute cette continuité sur des années, c'est-à-dire jusqu'aux enfants, jusqu'au désir d'enfant, jusque même après, jusqu'à l'adolescence des enfants. C'est-à-dire on a un point de vue qui donne des exemples cliniques qui sont de travail de très longue durée. Et donc, du coup, on peut atteindre, au-delà de la maladie, vraiment l'originalité ou la spécificité individuelle, la singularité de chaque histoire qui traverse cette maladie. Ou comme pour le chaos, quelqu'un qui a un chaos de sortie de coma a toute une histoire différente. Donc cette écoute à chaque fois de l'interaction, si on peut dire, entre le chaos de l'anorexie, le chaos du coma et la personne et le sujet. Raphaël, tu disais tout à l'heure que dans un projet de recherche sur l'éveil du coma,
se mettre à penser qu'on pouvait penser au sujet, à la personne, et pas seulement à l'impact des machines, etc., enfin, à l'imagerie médicale, mais qu'on puisse, dans la même recherche, écouter cette langue-là. Donc il y a aussi, pour nous, cette expérience de faire écouter notre langue psy à des soignants qui sont dans une toute autre pensée. Et pour moi, beaucoup avec les endocrinologues. J'ai eu cette expérience aussi. Et je reviens là à un texte que vous avez eu sur le mythe du chaos grec, que j'ai relu en fait, alors que c'est écrit depuis 16 ans, quelque chose comme ça, et j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à le relire. Je sais que Dorothée Charvet vous a parlé de ce livre, Soigner l'anorexie, et on va y revenir un petit peu parce que on s'est aperçu avec Raphaël qu'un de nos points communs, c'était d'avoir cherché à travers d'autres façons de penser les chaos, donc d'autres épistémologies, d'autres logiques, celle de l'astronomie pour Raphaël par exemple, ou pour moi celle qui vient de la mythologie que je connais très bien. Alors peut-on déplacer comme ça, c'est un peu une partie de l'objet de notre débat, est-ce qu'on peut jusqu'à présent, peut-être que notre monde a pensé longtemps, non, c'est pas la même langue, donc non. Mais on va parfois maintenant, dans un colloque de mathématiciens très pointus, inviter un dessinateur qui va à un moment projeter des dessins qu'il fait pendant la réunion, et on s'est aperçu que ça stimule l'ouverture, la largeur du débat. Qu'un instant être en interface, quelque chose qui vient interférer, qui à la fois surprend et dérange, mais qui du coup nous fait sortir de ce qu'on croit être sûr, alors que nos concepts, c'est des hypothèses en fait, c'est des outils. Ça n'est pas... des outils qui essayent de rendre compte de ce qu'on comprend, par exemple là, pour moi, de l'anorexie. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que peut-être dans quelques années, on le comprendra complètement différemment, qu'on utilisera par exemple de la leptine pour soigner radicalement au départ les problèmes de troubles de satiété et l'absence de règles, et que voilà, on ne sait pas en fait. C'est ça qui nous est passionnant dans ce domaine, c'est qu'on fait avec nos moyens et ça évolue tout le temps en fait. Et je pense que les patientes qui ont envie d'un soin très spécifique, très personnel, très rien que pour elles, à inventer rien que pour elles, elles ont cette ouverture par leur maladie à quelque chose qui est venu déranger leur moi, leur vie psychique, et qui s'est implanté comme un Goa'uld, comme on dit en science-fiction, comme moi j'appelle ça souvent le tyran intérieur, mais est-ce que c'est neurologique, cette dénutrition qui fait qu'il y a toutes ces pensées bizarres qui tournent, ce cerveau qui déraille, qui ne sait plus, pas plus que quelqu'un de très âgé qui répète 36 fois la même chose, les mêmes questions. C'est pas notre hypothèse que ça pourrait être un délire ou une reconstruction n'est pas forcément juste. Voilà ce que je pourrais en dire. Alors le mythe de chaos, ce que je vais en rappeler là, c'est que il montre dans la mythologie grecque, dans Hésiode, que au départ il y a un vide, comme dans beaucoup d'histoires de cosmogonie. Au début il y a un vide, et mais que ce vide, dans la mythologie grecque, il est un vide en mouvement. C'est pas un vide immobile. Vous savez que nos patientes, elles parlent souvent qu'elles sentent le vide. Et que comment réorganiser ce vide qu'elles éprouvent, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a des écarts en elles où elles n'arrivent pas à passer ou à communiquer, où elles n'arrivent pas à se réunifier parce que il y a des hiatus, il peut y avoir une dissociation au sens psychanalytique du terme, ou psychiatrique du terme, mais il y a aussi que c'est incompréhensible ce qu'elles éprouvent, pas que pour nous, pour elles aussi.
mais l'idée qu'on puisse le mettre en mouvement, c'est-à-dire qu'on puisse profiter, d'éprouver des choses aussi étranges que d'avoir des zones où on ne peut pas traverser à l'intérieur de soi, où on ne peut pas se réunifier dans un moi cohérent, de penser que ça peut être une source de renouvellement, ça rejoint la pensée du mythe. Puisque le mythe, c'est que dans la descente dans l'abîme qu'il y a par le chaos, on peut remonter, on peut aller toucher le fond de la piscine, comme on dit parfois, et puis remonter. Et parce qu'on a lâché ces références, eh bien peut-être trouver pendant le temps du soin d'autres références possibles pour faire avec sa famille, pour faire avec son histoire, pour faire avec l'agression qu'on a vécue, pour faire avec la prématurité qu'on a vécue, pour faire avec toutes ces mémoires qui entrent en résonance chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile à accepter, de difficile à mâcher, de difficile à avaler dans la vie. Et donc la crise existentielle qui va déclencher l'anorexie, parfois on en connaît la cause, parfois pas, mais toujours est-il que si on le pense comme quelque chose qui peut mettre en mouvement, on avance. Et dans ce mythe, il y a le fait que Chaos, dès le départ, il est à l'origine d'alternance et d'opposition. Alors il crée la nuit et il crée l'obscur. Et de la nuit va naître le jour et va naître la clarté. Et ça, c'est des systèmes d'opposition et d'oscillation, comme elles sont entre le refus et l'ouverture, par exemple. Et puis, il y a une autre dimension du mythe que j'utilise beaucoup avec mes patientes souvent, ou mes patients, c'est l'origine étymologique du mot chaos, qui veut dire à la fois, il a deux origines, deux verbes différents, un qui veut dire ouvrir, s'ouvrir, bâiller, comme ouvrir la bouche, et puis un autre sens qui est celui de verser. Vous voyez la complémentarité au niveau de la bouche, du lait qui est versé, et qu'il faut que la bouche s'ouvre pour le prendre. Ce double mouvement, il existe dans le mot chaos. Alors, c'est quand même intéressant de penser que la première adaptation du nourrisson, complètement incompréhensible, si lui avant il déglutit dans le liquide amniotique et qu'il se nourrit par le cordon ombilical et qu'il connaît une oralité de déglutition qui n'est pas faite pour se nourrir, mais qui lui donne les goûts, les saveurs, et qu'en même temps il entend tous les bruits qui l'entourent, que dans cette première mémoire, il va falloir après chercher ce mamelon et s'adapter à ce mamelon, de même que le mamelon et la mère s'adaptent pour l'allaitement, et que c'est souvent assez chaotique le début. Il n'y a pas eu seulement la poussée d'hormones pour la montée de lait pour la mère, mais il y a aussi cet effroi de on va y arriver ou pas, enfin à se trouver, à se chercher. Et que dans la rencontre des patientes au moment de l'anorexie, moi je trouve beaucoup ça. Est-ce qu'on va arriver à se mettre en face? Est-ce qu'on va arriver à accueillir mutuellement ce qui vient de l'autre, c'est-à-dire à ouvrir, à s'ouvrir à l'autre? Et est-ce qu'on va pouvoir verser dans l'autre quelque chose, ou est-ce qu'on va passer à côté? Aussi bien du côté du contre-transfert, est-ce qu'on va pouvoir recevoir? On a vraiment l'impression à certains moments qu'on est contre un mur à l'intérieur de soi, qu'on ne comprend pas. Et tout à l'heure, on prendra peut-être des exemples cliniques, et ils m'en viennent à l'esprit à l'instant. Et rester dans cette disponibilité complète à la fois verser et s'ouvrir va permettre au patient ou à la patiente, en miroir de notre capacité de le faire, c'est-à-dire d'être emmené là où on ne s'y attend pas, va lui permettre d'acquérir cette capacité d'ajustement, d'adaptation à l'autre, qui ne lui est pas du tout familière. Et c'est pour ça que dans toute histoire de soins, en particulier dans les hospitalisations, pour moi, il y a toujours l'expérience. Quand est-ce qu'on va être démuni? Quand est-ce qu'on va être dépourvu de capacité? Quand est-ce qu'on ne va pas comprendre ou pas savoir se mettre en phase? Et que ça, c'est extrêmement fécond. Parce que de là va naître un essai d'ajustement
qui ne va pas venir d'un coup, qui ne va pas être magique ou en tout ou rien, mais qui va être des petits pas l'un vers l'autre. Ce que le mythe de chaos, on se disait aussi avec Raphaël en venant en TGV, nous permet de nous rappeler, c'est que dans cet ajustement, il y a une capacité de recul, de laisser du vide. On ne va pas s'adapter parfaitement mutuellement. De même que la patiente ou le patient ne va pas s'adapter à nos propositions complètement. On n'est pas dans l'absolu ou dans la perfection, parce qu'il faut qu'il reste du chaos entre nous. Alors dans le mythe, c'est Gaïa, la terre, se trouve avec Ouranos, le ciel étoilé, sur elle, et il lui fait des enfants en permanence. Et elle a le ventre plein d'enfants qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils ne se soulèvent pas. Et c'est l'intervention de Chaos qui va permettre de mettre du vide entre les deux. Ça va passer par l'intermédiaire d'une toute autre histoire, mais je ne vais pas vous la raconter complètement, mais qui est le renoncement d'Ouranos à être collé à la terre, hein, et donc la castration qui le représente. Il se retire parce qu'il se fait châtrer. Mais c'est une représentation du renoncement. Enfin, pour moi, je l'entends comme ça. Comme nous avons renoncé à être complètement en phase avec ces patients. Et ces patients, quelle chance! Quelle chance pour nous d'apprentissage du contre-transfert, en fait. De ne pas pouvoir s'ajuster bien. Quelle chance! Puisque dans la vie, c'est comme ça aussi. Hein. Et alors, je terminerai sur l'histoire du mythe sur deux choses. C'est que chaos et terre créent des principes ensemble. Donc le noir et le clair, on a déjà parlé de ça, mais aussi la tromperie apâtée et la tendresse amoureuse philotès. Et en fait, si on le traduit dans notre langage Tzi, je dirais que la tendresse, c'est l'attention amicale, empathique, cette douceur dans l'écoute, cette possibilité de rester ensemble, à côté d'eux, d'être présent, dont Raphaël va vraiment vous parler à propos des patients dans le coma, d'être là, quoi qu'on ne comprenne pas, quoi qu'il se passe. Et puis, la tromperie, c'est la ruse. Si on le traduit dans notre langage, c'est la capacité de recul, c'est la capacité de faire un détour dans la pensée asiatique. Mais tout ça, c'est la même idée, c'est cette possibilité de ruser dont Winnicott disait, quand quelqu'un ne peut plus ruser, il est vraiment malade. Capacité humaine de base. Et ces deux capacités d'empathie et de recul, c'est ça les principes de renouvellement. Mais encore faut-il qu'on puisse survivre dans ce lien. Et alors, dans ce lien où il y a pendant longtemps un espace informe. Et on se redisait avec Raphaël tout à l'heure, l'essentiel, c'est donner le temps au temps, prendre le temps, attendre, être capable d'attendre, de différer. On ne sait pas, mais on a confiance que quelque chose va se psychiser, s'humaniser et s'incarner. C'est-à-dire que c'est en même temps que le corps reprend la sensibilité et que la pensée renaît grâce au fait qu'on n'est pas collé contre l'autre et que dans cet espace de vide, eh bien, il y a un peu d'absence qui permet qu'on laisse la place d'écouter. Mais qu'en même temps, en miroir, c'est ça qui est particulier peut-être avec les patients de souffrance somatique, et je parle donc du coup des troubles alimentaires comme une souffrance somatique, il est nécessaire de rendre compte de ce qu'on perçoit, nous, de rendre compte comment on est sensible à ce qu'ils éprouvent. Et pas seulement ce qu'ils éprouvent dans la tête, mais aussi ce qu'ils éprouvent dans le corps, d'où l'importance de la transdisciplinarité. Pour expliquer une hypoglycémie, pour expliquer une impossibilité de dormir par sentiment
parce que le corps a faim et ne peut pas dormir, par exemple. Donc en fait, c'est dans cette modalité de présence que un retour à l'intégration corps-psyché va pouvoir se faire, parce que nous passons beaucoup de temps à reformuler et à expliquer, c'est presque pédagogique, ce qu'on a compris avec d'autres patients du trajet qu'ils font pour sortir du coma ou pour sortir de l'anorexie. Mais pour ça, donner le temps au temps. Alors dans l'article qu'on vous a laissé, qui est dans InAnalysis, on montre le chemin qui va chez ces patients, des deux domaines que nous traitons l'un et l'autre, de je ne sens pas, d'arriver déjà à dire je ne sens pas. Ah ben non, ça je ne le sens pas. Ah, je sens que je ne sens pas. Dans l'article, on donne l'exemple de cet entretien où la patiente ne sent pas l'hypoglycémie, puis après s'aperçoit, sent quand elle ne sent pas. Par quel repère elle ne sent pas. Elle ne sent pas qu'elle a faim, par exemple, mais elle peut sentir qu'elle a des vertiges, ou elle peut sentir, et ces écarts-là vont l'aider à se repérer. Ah, je dois être avec un effondrement de la glycémie. Je ne le sais pas, mais ce que je sens, quelque part, c'est que je m'effondre, au sens psychique du terme. Et on passe du somatique au psychique comme ça. Au final, avant de laisser la parole à Raphaël, je voulais évoquer comment l'accès à ces expériences d'être obligé de parler plusieurs langues m'est arrivé dans les études déjà, et Raphaël aussi. Et que c'est une chance finalement de changer d'orientation en cours d'études universitaires, parce que ça... Donc c'est une chance de s'être dit, ah non mais... d'être en crise existentielle en quelque sorte, en disant ah mais non, mais ce métier que je viens d'apprendre, je veux absolument pas le faire, et qu'est-ce que je veux faire d'autre? Et c'est vrai que moi je suis beaucoup sensible dans l'anorexie à l'aspect crise existentielle du passage à l'âge adulte en particulier, qui peut être je me suis trompée d'études ou je me suis trompée de métier, et du droit à se renouveler, à créer une vision qui peut être radicalement autre. Ça va être aussi beaucoup dans la thérapie. Ah, mais je me suis trompée de vision de moi au niveau du compagnon avec qui je vis. Et c'est pas forcément je vais le quitter, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Je me suis trompée de façon de penser le lien, par exemple. Et donc, en ayant fait l'expérience, après des classes préparatoires littéraires, de travailler en philosophie avec Henri Maldinet, à Lyon, j'étais confrontée à ça parce que je travaillais un mémoire d'esthétique qui avait pour nom, le nom avait été donné par Henri Maldinet, Articulation de la résistance et du sens dans le langage et l'expérience poétique de René Char, et qu'en fait, en cherchant donc déjà comment, dans ce mémoire, comment à travers René Char, ce qu'il cherchait le plus à dire, il n'arrivait pas à le dire. C'était ça, en fait, mon thème. Et René Char a traversé des épisodes mélancoliques à la fin de sa vie et avait une tendance qu'on appellerait un peu schizoïde, hein, dont l'écriture, et avant la participation à la résistance pendant la guerre, avait permis de réunifier... Ça m'a donné, je crois, quelque chose pour l'anorexie, de me dire que on sort de l'anorexie par créer, en fait. On sort de cette dissociation ou quelque chose comme ça par créer. Et Henri Maldinet travaillait en même temps la poésie, la peinture, l'architecture. Il nous faisait passer constamment d'un domaine à l'autre, d'une logique à l'autre de ces espaces de création. Et en même temps, il faisait un cours et un atelier au Vinatier de peinture avec des psychotiques et un cours de phénoménologie sur l'histoire de la folie et la folie chez
artistes, beaucoup, enfin le passage de l'un à l'autre, mais avec cette hypothèse au Vinatier, non pas de faire un atelier style médiation, mais de considérer comme que parmi les gens qui étaient hospitalisés au Vinatier à cette époque en long cours, pas comme maintenant 3 semaines, mais au long cours, il y avait des artistes. Donc on avait un enseignement sur l'art brut et sur une façon d'être dans cet atelier respectueux des processus créateurs de chaque peintre qui venait dans cet atelier, qui n'était pas dans un service, mais trans-service, si on peut dire, hein, un lieu de création. Voilà. Et en remontant encore un peu plus loin, je me suis rappelé, quand Raphaël a parlé de son expérience à lui, je déflore pas, il va vous dire, mais je me suis rappelé que mon hésitation après le bac entre maths sup et maths spé, en fait, venait du fait d'avoir un père ingénieur qui était devenu professeur à l'INSA, école d'ingénieurs, et qu'il racontait son plaisir à déstabiliser ses étudiants en génie physique, en leur racontant comment, par exemple, le cristal et le crayon, c'était la même composition chimique de carbone pur, et pourtant pas du tout la même organisation, puisque l'un va être très mou et l'autre très résistant. Rien que par le fait que dans le graphite, donc le crayon, c'est des couches les unes sur les autres, comme ça, horizontales, et que dans le cristal, c'est dans l'espace comme un cube rempli de petits carbones, et que là, c'est très cohérent. Voilà. Et j'ai découvert comment ils les faisaient passer de leur façon de penser en physique à une radicale autre pensée qui permettait la création des aciers spéciaux pour les machines pour mieux résister à la corrosion. Il appelle. Oui, mais on n'arrive pas à le... T'arrives pas à le mettre accès. On a un double appel et on n'arrive pas à prendre le double appel. Je me dis parce que ça doit vous couper aussi un petit peu. Il y a un endroit où il faut mettre plus. Qui est-ce qui appelle? Marc Delorme. Ah. Alors, quand il appelle, tu peux pas le prendre. C'est lui? C'est lui. C'est Gélo. Bon, je peux essayer de l'appeler en fait, tout simplement. Je suis désolée. Est-ce que ça va marcher? Ah non, je peux pas appeler parce que sinon je vais fermer la conversation. Tu crois? Parce que normalement, il y a un plus quelque part. C'est ça qu'elle m'avait montré. Non, dans l'école des participants, ça se fait une cote, là. Ou quand il appelle, voilà. Voilà, Ouais, plus. ouais. Et vous êtes dans l'autre fenêtre, en fait, celle qui est déjà ouverte. Dans celle-ci? Oui, celle où il y a Virginie, Oui. à mon avis. Oui, Si vous l'avez t'as pas fait. raison. Voilà, et là, dans 2 participants, à mon avis. C'est là Ouais. où peut-être vous allez C'est vous ce que retrouver. je vois. Eh oui. Et c'est là où il faut mettre un petit plus. Et c'est où le petit plus? Mmh. Je suis d'accord, c'est ça qu'il m'a démontré. Alors, attends. Un téléphone en bas, non? J'essaie d'accepter, mais il ne vient pas en plus. Ouais. Ouais, C'est l'un ou l'autre? ouais, là, C'est c'est pas ici, hein. normalement, justement. Et si vous essayez de glisser le GLB 33 sur la fenêtre, Alors, le gel B33 ici, sur là. est-ce que ça peut fonctionner? Mhm. Maintenant, option. Répondre. Répondre par un message Alors, c'est audio. pas ça. Accepter. Et Ah, dans ça la marche. fenêtre de Marc Delorme, il y avait un plus tout à l'heure. Alors si vous faites l'inverse, si vous commencez la conversation par Marc Delorme et que vous rajoutez... Sur le celui-ci? après. Oui. Il avait un. Je sais que tout à Oui, l'heure, il y avait un Ouais, plus. on l'a vu. Hein. Allez, voilà. Ah, et là vous avez un plus, j'ai l'impression. Celui-ci. Bah, appel en cours, appel en cours. Et là, si tu appuies là-dessus, on le voit pas. Ouais, il peut arrêter. Un plus à droite. Là, à droite, il y a un bonhomme avec un Là, plus. Là. t'as raison. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pour ajouter un contact ou créer un groupe. Ah, c'est pas Vas-y, bon. vas-y. Ajouter un contact.
ajouter un contact. Créer un je crois que groupe. tu peux mettre- Ouais, mais ils sont déjà ajoutés, c'est la liste qui est là en En fait. fait, il faudrait que Mais c'est la même image que j'avais vue. Il faudrait toujours un spécialiste de ces trucs avec soi. C'est dingue, hein, c'est créé. Ouais. Quand on les écrit, on les oublie. Mais vous les avez sur le côté, donc ils doivent nous voir. Visio Paris, là. Voilà. Alors, participer, donc accepter. Accepté. Et Alors, message et votre connexion pourtant. Si tu lui mets ça. Non, parce que je pense que vous êtes dans deux fenêtres séparées. Oui, c'est ça. Si Ouais. vous retournez dans la fenêtre, celle-là, et ça doit être là qui. Et en bas, t'as le petit truc qui est en bas avec les deux petits points là. Basculer en audio seul, peut-être. On ne doit pas en être loin. Ou éteignez peut-être toutes les conversations et essayez d'en relancer une. Avec des plus. Marc Delorme. Bon, on va faire de la place déjà. Hop, Virginie. On va faire reprendre Moi, l'appel. j'avoue, ouais, je l'arrêterai complètement, moi, j'avoue. Parce que là, c'est Virginie qui appelle en fait. Ah bon? Ouais. Alors, Virginie, on va raccrocher à nouveau et puis on va se rappeler. Avec la caméra, avec ça. Là, c'est pour arrêter la vidéo. Non, je vais refermer et rappeler. D'accord. Parce que je pense que si c'est nous qui appelons, on va pouvoir appeler Appuyez plusieurs sur le téléphone personnes. rouge peut-être, pour être Alors, sûr de téléphone bien rouge. terminer. Ouais. Là aussi. Tac. Tac. Et Là, on vous va ignorez, l'accepter. ignorez à mon avis. Et puis on va le rappeler. Oui. Voilà. Tac, tac. T'es sûr que tu. Ouais. Ouais. Hop. Alors, Ah, et là, vous aviez une icône où vous aviez les deux participants. Voilà. Là, Ouais. il y a les deux. Il y a Super. les deux qui sont là. Donc, il ne faut pas faire trop vite. Donc, n'utilise pas la vidéo. Vous fermez la conversation. moi, je Parce que là, en fait, c'est la conversation. vais C'est une fermer. conversation, Ouais, hein. on va fermer ça et on va les appeler depuis ici. Hop. Démarrer un appel. Ah, je sais, je pense que, en fait, vous Oui. aviez une autre option qui était démarrer un appel vidéo. Peut-être que vous pouvez essayer ça. Là, voilà, vous êtes dessus. Mais je pense qu'il faut que ce soit Skype entreprise quand même. Enfin, on va voir. Je vais essayer. Voilà. Voilà. Donc là, il y en a un et il faut. Et, en alors, faire si un vous allez autre. sur Virginie Merci, bonjour. et que Ah, on est et si content. vous allez sur Virginie Alors, on et va que essayer vous de retrouver essayez ceux de et vous Rouen. faites le même démarrer un appel vidéo. Tout sera sur YouTube bientôt, t'inquiète pas. on l'a perdu. Eux se verront pas, mais peut-être que eux nous verront. Voilà. Ah ben. Je pense que eux ne se voient pas par contre. Mais On l'a perdu. où est Ça va, passé c'est pas Marc grave. Normalement, Qui est on va prendre ici. l'appel. Ah, ça y est, on a les Je deux. Je alors. pense que si, oui, mais si je reprends, je perds l'autre. Ah oui, C'est pas normal. Ah, il est mis en attente. Bon, c'est dommage de qu'il faut, choisir c'est l'un qu'ils- ou l'autre. ce qu'il On faut, c'est aimerait qu'ils les avoir entendent. tous. Toutes les 3 minutes, on change. L'important, c'est qu'ils entendent. Alors, comment on peut Tu faire t'entends bien. toi. Voilà, Ah, c'est on ça. va Vous, prendre vous, ça, on la vous a. main. Maintenant, il faut qu'on arrive à avoir un autre. Alors, il y avait une histoire de plus. Ouais. Non. Dans les bonnes Oui, moments. donc il y aura un enregistrement audio sur YouTube très vite de l'ensemble de la conférence, ce qui sera très bien. Et les prochaines dates ne sont pas choisies, mais il y en aura une dans un an, en tous les cas, sur la sensorialité. Après, Skype entreprise, c'est ça normalement. Ouais. Et en haut, peut-être les personnages, non Je peux essayer Ah oui, ça, Google, mais je suis pas sûr que ça marche. Mais comment faire Peut-être sur les petits Ça, c'est Marc bonhommes, non Delorme, ça, Hmm. je le dis.
Celui-là, peut-être qu'il y a marqué 2. Lesquels de petits bonhommes vous À avez gauche, vu? non, je sais pas. Ceux-là? Ouais. Celui-là? Qu'est-ce qui est marqué? Vous avez de nouvelles invitations de contact? Oui, mais en fait, c'est les gens qui sont connectés, mais j'ai l'impression. Enfin, ce qui est difficile, c'est d'ajouter une. C'est l'autre, en fait, qui sera ajouté. Ouais, oui, c'est vrai. Non, ça passe pas. Non, c'est pas marche. c'est pas si simple en fait. Il faudrait le Pour lancer technicien. un appel et réunir plusieurs de vos amis, rendez-vous sur l'onglet Discussion, puis glissez déposer les contacts en haut à droite de la fenêtre. Alors, sur l'onglet discussion, c'est lequel? Groupe favori, autre contact, statut. On a qu'à mettre en FaceTime. Voir qui a ajouté. Essaye ça, voilà. Quand même. L'onglet discussion, En tous vous les savez cas, où il est? il faut... Pas du tout. C'est quoi définir notre emplacement? Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment être compétent pour ces trucs? Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas une barre en fait. Si vous appuyez sur les deux petites fenêtres, tout en haut à droite, Ouais. les deux petites fenêtres. Alors, non, ça change pas. On les a les deux qui sont quand même connectés là. Oui, c'est ça. Il faut juste qu'on trouve le moyen de De les mettre ensemble. les accrocher ensemble. Tu lisais tout à l'heure, je crois, Ah, en haut à onglet, droite. onglet discussion. Discussion, c'est pas la petite icône là? Celui-là, C'est, peut-être. je me suis amusée à regarder dans Parce que là, Cairn. il faut qu'ils puissent entendre. Oui, après Au vous moins, avoir lu, Ouais. c'est dans une revue adolescence. Vous connaissez David Non, ça, Lebrun? c'est le contrôle Oui, d'appel, oui. suspension, transfert, périphérique. Alors, ça date de 2008. Vous connaissez les personnages, c'était quoi ça? Présentez-vous ceux qui Ici. sont arrivés. Sophie Salandini. Je te présente Colette, Sophie Salandini qui travaille avec nous. Et Excusez-moi pour la retard. Voilà, qui a été formée à Bordeaux et chez Dodin et qui est D'accord. maintenant chez nous. Oui. Et à Bordeaux, oui, j'avais fait le début de Monsieur Osterman Ah il y a oui, quelques donc années. on s'est vu dans ce tout à fait. cadre-là. Oui. Ouais. Il y a toi, présente-toi. Ah ben je vous connais. Dans la revue adolescence. Oui, en plus, c'est gratuit parce que c'est vieux. E640, c'est nous. Vous arrivez juste toutes les deux là pour faire Toute oui, la c'est pas revue mal. adolescente. J'ai cru que c'était article. Ça parle de consommation. Et pourquoi vous êtes sur Skype Refuser appel, c'est comme ça, il paraît. C'est comme ça que ça marche. Faut que je passe par. Alors, est-ce qu'on peut repasser par ça pour appeler ceux de Rouen? Parce que deux participants appellent d'elle. Appellent d'elle, alors Tous on les l'accepte. articles sont intéressants là-dedans. C'est bien, c'est bien. Comment Alors, on voit fait Virginie, mais on voit plus. Les deux sont connectés, oui. Oui, les deux sont connectés, mais quand on a Il est un appel, dessous. on a l'autre en suspension en fait. Non, il est dessous. Ah Non, oui. non. C'est qu'on n'arrive pas à avoir les deux personnes sur l'un est en attente quand. On ne Ouais. peut pas les avoir. Idéalement, il ensemble. faudrait avoir les deux, mais on n'a pas les deux. Donc il faut pouvoir faire. Et le petit le petit carnet d'adresse là qui est en haut à droite Ça aussi. Là, non, Ça, voilà, ouais. Voilà, oui. Choisir une c'est une disposition, ouais, c'est pour placer les fenêtres. C'est l'onglet quoi que on dit? Discussion, message de voix. À la patte. Peut-être en bas, il y a trois petits points. Ben, c'est peut-être l'onglet à gauche, non? Non. Le Ça, blanc. c'est les discussions Ah oui. écrites, je Hmm, pense. ça, c'est les messages. D'accord. Les messages. C'est pas l'addition. C'est pas le groupe. Il faudrait que vous mettez un technicien. Oui. Ou alors, il faudrait que Pascal aille chez Virginie. C'est-à-dire que de Bordeaux, il aille à Rouen. Est-ce que ça vous embête si je regarde dans votre. Oui. Allez-y. Et C'est pas le mien. puis là, j'ai ça. J'ai tout un baratin là. Ah oui, il y a ça, c'est ça. Ça, et j'ai ça. C'est vrai qu'il y a ça. Moi, je suis dans Je suis Cairn. pas très compétente pour ça.
Si c'est le même. Ouais. La fenêtre de conversation s'ouvre. C'est ça, on n'a pas la fenêtre. Est-ce que vous On pouvez voudrait taper pouvoir Skype mettre en groupe, tu vois, avec Marc Delors qui nous appelle, et on n'arrive pas à vous mettre en groupe. Et peut-être qu'il faut créer le groupe avant d'appeler. En fait. Je crois que oui, Alors, c'est dès qu'il y en a alors, le un, groupe, mais je crois que c'est dès qu'il y en a un, mais malheureusement on ne trouve pas le truc. Parce que là, il est créé, non Mais oui, il y a déjà un groupe de créé, a Ah bah oui, priori. le groupe, c'est ça que je voulais Et ça, ce petit truc-là, essaye de faire ce petit truc-là. Bah, groupe Bon, plutôt si que on fait créer statut. simplement, Si On va tu essayer mets de un créer un groupe groupe. plutôt On que va statut. fermer les raccrocher, fenêtres. et puis on recrée un groupe Et de on va, deux. ouais, je pense. On essaye. Il faut qu'il y ait un présentateur qui sera chargé d'inviter les participants. Ça, Oui, c'est ce qu'il a fait, le technicien tout à l'heure. Il a fait toutes les adresses que je lui ai dit, mais tout le monde est Conférence connecté. maintenant. Conférence maintenant. Inviter plusieurs Voilà, personnes. je vais peut-être Une- ça. utiliser Skype, une fois la c'est fleur. bon. Alors, D'accord. plus tu fais. Voilà, je pense que là ça va marcher. Oui, on Très est bien, dans le bon. voilà, Et tu super. rajoutes. Donc lui, ok. Ok, et voilà, je pense que ça va marcher. Et tu rajoutes. On peut descendre, elle est plus bas. Pas là. C'est pas Là. ça, c'est pas cette. Voilà. Impec. Super. Ah non, vous semblez être le seul participant. Pourquoi? Oui, mais peut-être qu'elle s'est éteinte, tu vois, mais il suffit de la rappeler. Choisissez Pourquoi il ne veut pas le prendre? Ouais, il ne veut pas le prendre en compte. On a beaucoup qui dessus. Ouais, c'est ça, il ne veut pas appeler là. Ça, c'est étonnant. Et si tu refais là-dessus, et j'ai le billet, moi j'ai l'impression que le billet, c'est l'autre qui faut faire. J'ai dit ça Mimi, ok. Oui. Il ne veut pas, je sais pas pourquoi il ne veut pas. Après, il y a Oui, en fait, ce qui est étonnant, c'est selon qu'il ne veut pas prendre la visio Raphaël, à plusieurs. Enfin, la réflexion Bah, de s'il y a Raphaël sur le l'audio, calendrier va on n'a qu'à aborder dire qu'il y en a un qui est Mais en audio. j'ai l'impression qu'il prend ni l'un ni l'autre, on va dire. Invitez plus. celui de Raphaël après. Ah voilà, c'est Non, ça c'est. Ça, Non, en fait, voilà, c'est ça, il ne veut pas les prendre. Bah alors, il faudra que je l'envoie après s'il n'a pas été. Ouais, parce que du coup, effectivement, c'est ça, il n'y a qu'à faire inviter plus et c'est parti. Mais là, ça marche. Alors, il y a peut-être des fenêtres Il y a une d'ouverture autre qui nous technique, embêtent. l'ancienne vision 1, seconde étape, c'est sélectionner plusieurs salles en même temps depuis la fenêtre d'accueil de Skype en maintenant la touche contour du clavier, puis clic droit sur démarrer une vidéo. Alors, Vous fermez ça, à la limite, comme fermez celui-là. celle-là peut-être. Vous sélectionnez les deux qui sont là, justement là, ouais, et vous appuyez. Non, Ah oui, Ah, contrôle. contrôle. Alors, contrôle. Moi, c'est pareil, j'ai des tas de Tac, tac. Oui, et là, si vous faites un clic droit, Démarrer. Démarrer un vidéo. Un appel. visio. Avec C'était téléconférence. On va Voilà, voir ça si y est. on va voir si les deux marchent. Non, mais désolé, une erreur s'est produite. Ah ben il veut vraiment pas. Ouais, moi aussi c'est pareil. Et puis deux participants, c'est nous et. Non, c'est. Bon, T'as pas fait trop vite à un moment là? Est-ce Peut-être. qu'il y en a un des deux qui On peut peut se mettre en refaire. Skype Alors, je vais refaire. Hop, tac, tac. ça nous y met dedans. C'est démarrer une téléconférence. Alors, est-ce que ce serait Avec ça? ça, Ouais. Mais il nous dit toujours qu'il y a une erreur. C'est ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, si c'est possible de poursuivre ou pas? Oui. Vous pouvez écrire sur Peut-être. Est-ce qu'il y en a un qui peut se mettre en audio? Est-ce que tu peux en mettre ou tu peux les mettre tous les deux en audio simplement? Ah, mais je pense que c'est même pas une histoire de vidéo, c'est que sur la ligne, on n'arrive pas à avoir plusieurs personnes en même temps. Oui, ce qui n'est pas normal du tout. C'est un peu ce qu'il avait l'air. Je peux le mettre sur haut-parleur sur un téléphone? Ce qu'on peut faire, c'est faire un appel téléphonique par À Marc, exemple à Marc, et puis on le laisse en auditeur téléphonique. Oui. Et je rappelle Virginie. J'entends quelques mots, je sais pas qui dire, donc je l'appelle. On avait fait ça, il me semble. Et tu acceptes l'autre, puisqu'elles sont plusieurs.
Voilà, donc on repart comme ça et puis on va mettre un autre téléphone qui va être pour la personne qui... Désolée, Enfin, on n'arrive on pas va à pouvoir connecter te plusieurs l'en- personnes en même temps. Donc, puisque vous êtes un groupe, on vous privilégie. Allô, Marc? On te met en communication audio téléphonique, tu veux bien? T'as qu'à mettre le haut-parleur et puis tu auras tout sur YouTube bientôt. Ouais, alors, juste, tu raccroches pas le téléphone, c'est par le téléphone. Par le téléphone, ok? Et oui, parce qu'on n'arrive pas à avoir deux personnes. Ben, là, tu es sur ton portable. Ben voilà, tu restes. Voilà, bisous. Voilà, bon. Bah, c'est ça le chaos en fait. Hein. Oui, Oui, exactement. Je ne sais pas si on va devenir plus créatif C'est en c'est informatique. une belle illustration d'une tentative d'organisation. En Une fait, réorganisation. du coup, en réfléchissant pendant ce temps-là, je me disais, je vous avais transmis, je crois, les objectifs du DU, de la formation. Oui. Et par rapport à l'ensemble des DU qui existent, notre choix n'a pas été de marquer les contenus, mais en comparant les contenus des différents DU qui existent en France, sensiblement, on a tous les mêmes contenus. Mais le fait de vouloir faire un DU qui, dès le départ, est un DU de recherche, pensant que les contenus, on peut toujours les trouver maintenant avec Internet assez facilement, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être sur les contenus, mais on essaie de préciser plus, nous, les objectifs, qui sont à la fois de comprendre, de traiter et de guérir. C'est ça, peut-être, l'originalité. Et d'aller jusqu'au bout de la guérison, c'est-à-dire de poser dans la relation au patient qui est dans cet état de chaos, que nous, on va accepter de se mettre en phase avec le sentiment d'être aussi dans le chaos et que on sera là avec une longueur de temps jusqu'à ce que ça soit possible de sortir de l'état de la maladie. Alors, je voulais juste vous le reformuler parce que maintenant que vous savez que Raphaël va parler de la situation de sortie du chaos, du coma, vous pouvez penser à l'anorexie comme à un épuisement. C'est un des points communs entre les deux situations. Un épuisement somatique immense et l'autre point commun pour nous, c'est qu'on ne sent pas dans cet état. Et le point commun que nous avons trouvé au niveau de comprendre, c'est qu'il y a, et c'est dans les objectifs de la formation du DU, ce qui a été drôle, c'est de s'apercevoir en relisant ça que l'interface y était déjà, c'est que la désorganisation psychosomatique qui s'enclenche, elle s'aggrave inexorablement, elle s'étend jusqu'au registre de l'organisation primordiale, c'est-à-dire manger, dormir devient très compliqué, comme dans le coma, manger, ça se fait plus, et passer de l'état de veille à l'état de dormir non plus. Et qu'au niveau de traiter, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est comment arriver à comprendre le vécu psychique de quelqu'un dont la désorganisation s'est inexorablement aggravée au point d'un épuisement somatique complet et d'une impossibilité, d'un état de dépendance totale pour être remonté de cet état. Il n'est pas possible d'en remonter seul. Il faut être traité. Et du point de vue de la présence d'un psychanalyste ou d'un psy dans ces états-là, d'un psychologue ou d'un psychiatre, descendre au fond de la désorganisation, c'est descendre pour s'approcher de quelqu'un qui est dans des vécus de détresse et de terreur. Et ça, comme il ne sent pas, pour ce qui est de la personne qui a une anorexie, on peut ne pas sentir à son contact la terreur et la détresse. Au sens où quand il est complètement épuisé, il ne sait pas qu'il est dans cet état, à la limite. Sauf, dans mon expérience, tout près de la situation de coma, donc en réa, où j'ai l'impression que j'ai senti en après-coup seulement, parce que sur le coup, moi, je ne l'ai pas senti, les jours précédents, le passage en réanimation, sentir que mes patientes, elles étaient confuses.
elles avaient l'air vivantes. Elles étaient en train de dessiner, elles étaient en train de faire des choses, mais elles, après coup, elles ont pu me décrire qu'elles étaient pas là. Et moi, je leur parlais, elles me répondaient. Et que, par petits instants, elles sentaient que très petits instants, et là, elles étaient dans la peur de mourir, et dans un état d'effroi, mais on n'était pas forcément là, à ce moment-là, nous. C'était ça la description après. Très loin de ma perception. Très, très loin des conversations qu'on avait, en fait. Et je pense que dans ces moments où on sent que quelqu'un descend inexorablement, on vit très facilement une identification mélancolique. C'est ça qu'on dit, nous, dans le traité, c'est qu'il faut être conscient des effets et des risques de l'identification mélancolique qui peut amener à désinvestir ou à être agressif contre ce qu'on va retrouver dans les situations des services de réanimation. Au moment où le patient, retrouvant le sentir, se met à être apparemment délirant, incompréhensible. Et que c'est dur de s'identifier. Et c'est pour ça que l'idée de parler plusieurs langues et pouvoir avoir l'expérience de flotter comme ça dans ces situations chaotiques nous permet de contourner l'identification mélancolique. C'est ça que je dirais maintenant, ce que je ne pouvais pas dire au moment où j'ai écrit. Au moment où j'ai écrit, j'ai dit il faut éviter la position de réparation comme position soignante, il faut éviter la position sadomasochiste, de contrainte, comme si le patient faisait exprès d'être dans cet état. Mais maintenant, je dirais, pour être en identification croisée avec le patient, et devenir sensible à son état de confusion et par moments d'angoisse. Et ce qui nous aide, c'est qu'on est plusieurs, toujours, même dans le soin libéral, je pense que c'est important d'être plusieurs. Et pour ce qui est de guérir, le plus difficile, c'est la relation au langage. Et c'est ce qui nous a amené beaucoup, avec Raphaël, à réfléchir à ce qu'on appelle les mots corps ou les mots justes, les deux étant différents, le mot juste étant plus une métaphore et le mot corps parfois très près du somatique. Des mots pour parler le somatique avec les mots médicaux pratiquement. Parce que la relation à l'étoffe du langage, quand il y a, pour ce qui est de l'anorexie, dénutrition et toxicomanie, avec un très fort niveau de cortisol qui fait qu'on ne sent pas, mais comment parler quand on ne sent pas? Comment chercher ces mots, comment chercher ces adjectifs, comment chercher les nuances si on ne sent pas? Imaginez que vous n'entendiez pas, comment vous feriez pour entendre ce qui se passe, quoi. Ben, c'est un peu pareil. Il y a donc, quand il n'y a pas de perception, comment est-ce que c'est lié avec ce qu'on constate de la difficulté de mémorisation et de la difficulté de concentration? Est-ce qu'on va l'entendre comme des phénomènes neurocognitifs, que le cerveau est en hypoglycémie, en dénutrition, etc. Ou est-ce qu'on cherche aussi si c'est pas parce que sentir devient très difficile, qu'il devient difficile aussi de se concentrer et de mémoriser ce qui se passe, et en particulier ce qui est cet effet que ça fait pour nous dans l'ambulatoire, d'avoir le sentiment que le patient n'a parfois aucune mémoire des entretiens d'avant et qui repose les mêmes questions et qui revient et qu'il attend de nous les mêmes réponses et qu'on a beau les faire, la concentration n'est pas là, et voilà, c'est très particulier. Et le patient ne sait pas forcément qu'il ne se concentre pas et qu'il ne mémorise pas. Et c'est notre identification à ces états-là qui nous mène presque vers les personnes âgées, et enfin vers des états comme ça. C'est difficile pour nous encore de s'identifier à ça. Et de penser que c'est réversible. Que c'est peut-être des atteintes, ce qu'on disait avec Brigitte tout à l'heure, des atteintes cérébrales réversibles, comme dans les états post-traumatiques, après les suites au trauma, où il y a des sidérations, il y a des états lacunaires de la présence. Voilà. Donc moi, je trouve que si on pense à ça sur le moment,
On va plus être dans l'idée que on mène la personne juste à sortir du trouble du poids, mais que ces états après coup, comment l'être va les intégrer. Donc on a besoin, au-delà, alors que c'est guéri en apparence, de revenir sur les impacts traumatiques, comme Raphaël a découvert que après un coma, il faut pouvoir parler de cet état. Parce que c'est pas sans avoir existé, même s'il y a des trous de mémoire et tout ça. Donc Raphaël, maintenant, moi je viens te demander comment tu es tombé dans ce chaudron bouillonnant des états chaotiques et comment tu as pensé cet organisateur, toi, du chaos, enfin comme un moment organisateur. Moi, je partirais bien de notre discussion du train tout à l'heure, où je ne sais plus exactement pourquoi, mais je disais à Colette, je me marre, et puis elle me demande pourquoi je rigole, et je lui dis, mais parce que toi, tu fais contre mauvaise fortune bon cœur. Et je ne sais plus à propos de quoi, mais enfin, c'est cette idée de la réversibilité. C'était la neige et le froid. C'était le froid et la neige, voilà. Et je crois que c'est comme ça qu'au fond, on peut rencontrer le chaos et on peut y réfléchir justement avec cette idée de réversibilité. Alors, contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est un texte de Bion qui est paru dans je cherche depuis tout à l'heure, je crois que c'est La preuve et autres textes. Voilà, ça fait partie des 4 textes qui sont dans la preuve. Je vous renverrai au moins à celui-ci, mais comment j'y suis tombé, peut-être un peu par hasard ou inadvertance, ou peut-être par hésitation entre deux champs. Et là, on retrouve la question de l'épistémologie, justement, à une époque où je m'intéressais beaucoup aux neurosciences et où j'hésitais entre une carrière en neurosciences et puis un grand intérêt pour la psychanalyse. Et pour pouvoir me mettre un peu à l'épreuve et chercher à comprendre ce que j'allais choisir entre neurosciences et psychanalyse, je me suis trouvé un stage avec une psychologue qui faisait des bilans de maladie d'Alzheimer. Voilà. Ça, c'est une première rencontre qui s'est faite donc là fortuitement, parce qu'il se trouve que cette psychologue avait son bureau à l'étage des états végétatifs chroniques dans l'hôpital. On ne choisit pas où on a son bureau à l'hôpital bien souvent, et il se trouve qu'elle était à cet endroit-là. Et ça m'a permis de m'intéresser à cet état particulier qui était l'état végétatif, et notamment à la fois à comment on en arrive là, qu'est-ce qui fait qu'on arrive dans cet état-là, et puis qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à en sortir, voire que pour certains on n'en sort pas, enfin, certains patients n'en sortent pas, mais qui présentait un état d'agitation, qui présentait un état d'être là, d'être au monde assez particulier, parce que ni mort ni vivant, parce que interpellant beaucoup les soignants, faisant vivre des choses très particulières aux familles, ayant une très grande emprise en fait sur leur entourage, en étant dans une modalité d'absence, en tout cas de présence-absence très particulière. C'est une des manières c'est une des voies par lesquelles je me suis, alors du coup destiné, plutôt orienté vers la psychanalyse que vers les neurosciences. En tout cas, les neurosciences, j'y reviens beaucoup plus tard, mais ça m'a permis de me décider à essayer de penser ce sujet à l'intérieur de ce corps, ou avec ce corps, en tout cas dans une sorte de transition qui n'en finit pas. Et ça, c'était déjà un rebond, parce que la première fois que je me suis intéressé finalement au chaos, c'est en sortant d'études de génie mécanique, où je me suis dit que ça ne me suffisait pas pour comprendre l'être humain, et qu'il fallait que je me destine peut-être un peu plus aux sciences humaines et sociales. Et voilà, donc je suis passé d'une interrogation très, très mécaniciste à une interrogation plus humaine et globalisante, en quittant le génie mécanique et en allant vers des sciences humaines. Alors c'est un même... Dans un premier temps, je me disais finalement, c'est presque une histoire de mécanique, entre la mécanique psychique et puis la mécanique industrielle dans laquelle j'étais pris. Et puis, plus ça va, plus je me rends compte que quand même c'est des mécaniques qui sont très différentes, mais qu'un champ n'exclut pas forcément l'autre. Et je crois que c'est là la question de la transdisciplinarité, c'est que le champ du génie mécanique n'exclut pas le champ de la vie psychique et de la compréhension du psychisme. Enfin, voilà. L'exemple
on peut le prendre du côté du jeu, par exemple. Un exemple que j'aime bien, parce que si vous savez que dans la vie psychique, s'il n'y a pas de jeu, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait du jeu dans la vie psychique pour que ça s'organise. Il faut des médiations, il faut des espaces entre, il faut des interstices. Et c'est dans tout ça qu'on a des espaces de créativité. Un moteur de voiture, s'il n'y a pas de jeu, il ne marche pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas du jeu entre les pièces, à des endroits et pas à d'autres, ça ne fonctionne pas. Dans les institutions, s'il n'y a pas des clivages qu'on appelle fonctionnels, ça ne marche pas. Enfin, voilà, on peut métaphoriser, on peut utiliser la question du jeu en mécanique comme une métaphore pour penser la vie psychique, et presque dans un autre sens. Alors évidemment, l'épistémologie n'est pas la même, les contraintes ne sont pas les mêmes, et justement c'est là qu'on a à discuter, c'est-à-dire qu'un champ ne se rabat pas sur un autre à l'identique. Mais c'est pas parce qu'un champ ne se rabat pas sur un autre à l'identique qu'il ne peut pas y avoir une discussion entre ces champs. C'est l'objet du texte qu'on vous a proposé, c'est l'objet de la revue In Analysis qui cherche à articuler ces champs et à voir là où ça s'articule et là où ça s'articule pas. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé dans mon travail de recherche à croiser les astrophysiciens et à croiser notamment les travaux de Eccles, qui montrent que finalement, une chose que je ne connaissais absolument pas, mais qui a proposé de penser les trous noirs non pas comme uniquement des destructeurs de matière, mais des potentiels créateurs de matière. C'est-à-dire que la matière qui passe dans les trous noirs, finalement, elle n'est pas que décomposée, mais elle se recompose autrement. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant pour nous, si on passe d'un champ à un autre, c'est de pouvoir penser que ce qui apparaît comme étant complètement détruit n'est peut-être pas forcément que du détruit et de la destruction, ou l'œuvre d'une destructivité, mais c'est aussi potentiellement une réorganisation qui doit passer par une étape qui serait de désorganisation. C'est facile à dire, mais généralement on résiste beaucoup à cette désorganisation ou à traverser la désorganisation pour penser une réorganisation. Je dis on résiste au sens des équipes soignantes, au sens de ceux qui accompagnent les personnes qui sont en train d'être dans des vécus de désorganisation. On a tendance à vouloir contenir cette désorganisation, à vouloir donner tout de suite une forme, à vouloir donner un sens, à vouloir en fait. Je crois que ce que présentait Colette tout à l'heure, c'est la nécessité d'abord de se dégager de vouloir, et encore pire, de vouloir pour l'autre, justement pour laisser advenir de la place à l'intérieur de nous, pour accueillir ce qui se désorganise et pour pouvoir essayer de vivre à minima cette désorganisation, voire de la partager, pour ensuite partir de là. Alors je prends l'exemple de l'astrophysique, mais on le retrouve aussi en mécanique quantique, où la mécanique quantique montre un peu la même chose, c'est qu'on peut aller au-delà d'une théorie de la relativité, et on peut aller du côté de ce chaos quantique qui va être une période de déstabilisation avant une réorganisation. Alors moi je le dis comme ça, mais certains le disent très très bien avec des formules mathématiques dont je ne vous parlerai pas parce que je n'en suis absolument pas spécialiste, mais des mathématiciens kantiens qui arrivent à traduire leurs formules en mots, il y en a, donnent des ouvrages tout à fait intéressants pour nous faire penser la vie du sujet. Et je crois que c'est important d'aller voir au-delà de son propre champ, enfin, de ne pas rester uniquement dans des lectures psychanalytiques, philosophiques, mais d'essayer de voir un petit peu comment les autres pensent notre champ, comment ils pensent dans leur champ, ce qui pourrait être en rapport au nôtre. Enfin, je crois qu'on a vraiment un travail d'ouverture à faire. Enfin, en tout cas, c'est ce travail-là que m'ont conduit les patients en éveil de coma. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont conduit à faire, finalement. Je me rends compte en vous le disant comme ça. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont amené à me pencher sur ce que c'est que la médecine, ce que c'est que la médecine de réanimation, ce que c'est que des états de grande précarité vitale. Et si j'avais pas été rencontrer ces patients à cet endroit-là, je me serais peut-être jamais intéressé à ces questions. Alors voilà, du coup, ce que je voulais amener, moi, comme réflexion, c'est peut-être comment est-ce qu'on peut passer d'une scène à une autre. Enfin, comment on passe d'une scène d'une médecine intensive avec des prises en charge lourdes à celle de la vie psychique, à la scène de la vie psychique. Qu'est-ce qu'on peut penser comme articulation?
c'est ces points-là qu'on a mis au travail avec Colette. En fait, on s'est rendu compte dans nos rencontres et dans nos échanges qu'on pouvait trouver des processus semblables entre la guérison de l'anorexie et l'éveil de coma, que je considère aussi comme un éveil à la vie psychique. Et au fond, ce qui nous a réunis, c'est bien cette question de l'éveil à la vie psychique au travers d'états catastrophiques, enfin de vécus catastrophiques. Ce qui nous a interrogé aussi, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner, comment on accompagne ces moments de traversée chaotiques chez nos patients. Et de la même manière, on s'est aperçu que on avait des façons assez semblables, en tout cas, d'accompagner ces patients. Ce qui est un peu surprenant parce que, comme ça, on pourrait se dire, entre un service de réanimation et puis un cabinet ou un service qui accompagne des patients qui ont des problématiques de troubles du comportement alimentaire, comme d'emblée, si ce n'est les périodes où elles sont hospitalisées en réa parce que ça arrive, en dehors de ça, on ne voit pas vraiment comment on peut articuler nos deux champs. Alors moi, je vois plutôt la question du chaos du côté d'une dramatisation. J'avais envie de vous lire ce petit passage assez court d'un texte de Valère Novarina. Vous l'avez peut-être déjà lu, en tout cas je trouve qu'il met bien en évidence cette question du chaos. Ça fait partie d'un des textes qui vous est passé, mais des fois quand on l'entend, c'est pas la même chose que quand on le lit. Où il y a deux colonnes comme ça dans cette partie, une colonne où il parle du théâtre humaniste, et puis une autre où il parle du théâtre de la catastrophe. Alors Valère Novarina, le théâtre humaniste, c'est moins son truc. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt la catastrophe, et c'est plutôt ce qui nous intéresse, c'est comment d'une catastrophe on va arriver à autre chose. Donc il nous dit, le théâtre humaniste, nous sommes vraiment tous d'accord. Quand nous rions, nous sommes ensemble. L'art doit être compris, le trait d'esprit lubrifie le message. L'acteur est un homme, une femme, pas si différent de l'auteur. La production doit être limpide. Nous célébrons notre unité. Le critique est déjà de notre côté. Le message est important. Le public est cultivé et rentre chez lui heureux ou fortifié. Le théâtre de la catastrophe, il nous dit, nous ne sommes que rarement d'accord. Le rire dissimule la peur. L'art est un problème de compréhension. Il n'y a pas de message. L'acteur est différent par nature. Le public ne peut pas tout saisir, pas plus que ne le pouvait l'auteur. Nous nous battons pour aimer. Le critique doit souffrir comme tout le monde. La pièce est importante. Le public est divisé et rentre chez lui ébranlé ou ébahi. Et je trouve que ça illustre bien ce qu'on essaye de travailler, c'est-à-dire, au fond, on pourrait rester du côté du théâtre humaniste et bien vivre, finalement. Le problème, c'est que les patients qu'on rencontre et qu'on accompagne nous emmènent du côté de ce théâtre de la catastrophe et nous poussent à aller nous interroger justement sur ce qui se passe dans ces catastrophes-là et comment est-ce qu'on est... Si on les regarde de loin, on ne va pas le partager. Si on présente des protocoles, si on propose des plans de réorganisation, mais si on n'y est pas, il ne se passera pas la même chose que si on s'y met avec eux. Par contre, s'y mettre avec, ça sous-entend aussi de supporter d'être ébranlé nous-mêmes, d'être saisi à des endroits où on ne s'attend pas à être saisi, et de pouvoir se poser la question du pourquoi on a été saisi dans de tels endroits. Et si on se pose cette question-là, il y a très certainement dans ce pourquoi pour nous, un bout de pourquoi pour le patient. Et c'est là qu'on retrouve les mouvements transférentiels et ce qui nous anime dans cet accompagnement-là. Je voulais ajouter un petit bout de lecture que je ne pense pas vous avoir passé, mais dans les textes qu'on vous a fait passer, il y a un auteur sur lequel je m'appuie beaucoup parce que je trouve il parle de son vécu et de son périple en réanimation. C'est Philippe Labro qui a écrit ce petit bouquin qui s'appelle La Traversée. Vous l'avez peut-être même lu déjà. Il m'a beaucoup fait penser parce que alors déjà, c'est quelqu'un qui a l'écriture facile, enfin en tout cas qui écrit bien et qui est lisible. Et bon. Une chose importante, c'est qu'un livre, c'est un après-coup. C'est-à-dire que la parole, enfin la mise en mots est toujours un après-coup de la perception, ça précède jamais, donc il y a toujours un travail de transformation, d'élaboration, et ça passe par la subjectivité.
c'est jamais en direct. Voilà, donc il faut le prendre pour ce qu'il est, de la même manière que les mots du patient au réveil de coma sont déjà une transformation, de la même manière que quand vous vous racontez un rêve, c'est déjà une transformation et votre rêve s'efface au fur et à mesure que vous êtes en train de le mettre en mots. C'est important d'avoir en tête ces processus parce que ces processus de symbolisation dans les mouvements de grandes difficultés vitales, à certains endroits, ils sont interrompus, ils sont abîmés, ils sont suspendus. Et le travail qu'on fait dans ces prises en charge, c'est de tenter de relancer ces processus de symbolisation aux endroits où ils sont en suspens. Et Labro me plaisait bien parce que, au travers de son livre, il va montrer comment le chaos a été pour lui un soutien à sa réorganisation. C'est-à-dire comment est-ce que dans le chaos, il a trouvé de quoi se réorganiser. Il l'illustre à différents plans, mais il l'illustre au moins par l'histoire de Karen, la coréenne. Je ne sais pas si les gens qui ont lu le bouquin l'ont en tête, mais Karen, c'est une infirmière qui vient s'occuper de lui la nuit. Et une infirmière qui le terrorise parce qu'il a toujours extrêmement peur qu'elle le tue. Et je vous en dis quelques petites lignes. Donc au fil de son livre, on va voir réapparaître Karen comme ça dans différents courts chapitres parce que c'est une angoisse pour lui qui revient de manière récurrente. Et puis à l'issue de son périple en réanimation, après la sortie de réanimation, il va retourner en réa pour échanger avec les infirmières et rencontrer cette fameuse Karen parce qu'il veut en découdre un petit peu avec elle. Voilà. Donc on est quasiment à la fin de son bouquin et il nous dit qu'il va voir ses infirmières et il y a 2 infirmières avec lui qui lui posent des questions. Comment est-ce que ça va? Donc il répond poliment, bien, ça va, etc. Et puis à un moment il dit, et Karen, où est Karen, la belle coréenne? Alors Elisabeth, à ce moment-là, elle regarde avec étonnement et lui dit, quelle coréenne? Mais oui, avait-il dit, celle qui faisait équipe de nuit avec une autre jeune femme qui avait l'accent de Béziers. Les infirmières et la surveillante s'étaient figées, l'air incrédule, un sourire poli et gêné naissant sur leurs lèvres. De quoi parlez-vous, monsieur? Il n'y a aucune coréenne à l'AREA. Il a un rire, sans doute un peu défensif. Il décida de s'adresser directement à la responsable du service. Attendez, dit-il, je n'ai pas rêvé. Elle m'a même fait très peur, Karen, figurez-vous. Je peux vous l'avouer aujourd'hui, je vous ai toutes trouvées formidables. Toutes vos filles, madame, sont formidables, mais elle, il y avait quelque chose qui n'était pas très fiable. Elle m'angoissait. Remarquez, ça s'est bien passé, je n'ai aucun reproche à lui faire. C'est certainement une aussi bonne infirmière que les autres, mais je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'elle est venue s'occuper de moi, j'étais beaucoup plus agité, paniqué. La surveillante se mit à nouveau à rire, mais elle adopta un ton ferme, voulant couper court à tout équivoque. Écoutez, monsieur, je vous répète qu'il n'y a pas de Karen ici, il n'y en a jamais eu, jamais. Il insista. Je ne suis pas fou. C'était une grande brune aux cheveux longs, la voix un peu perchée, comme l'ont les Asiatiques, et sa copine, elle était biterroise, je crois. Elle formait un drôle de couple. La surveillante l'interrompit une nouvelle fois avec plus d'autorité dans la voix. Il n'y a pas plus de biterroises que de coréennes dans le service. Nous avons une fille de Montpellier, Nathalie, qui faisait souvent équipe avec une bretonne, Catherine. Elles ont fait effectivement partie des équipes de nuit quand vous étiez là. Je peux vous montrer leur cahier si vous ne me croyez pas. Il sentit que les femmes s'impatientaient. Si, dit-il, bien sûr, je vous crois tout à fait. Il avait pourtant beaucoup de mal à accepter la vérité de la surveillante. Avait-il à ce point déliré? Et toutes les scènes, tous les dialogues, toutes les images de Karen la coréenne n'étaient donc que des chimères, des hallucinations. Étaient-elles dues au produit qui atténuait sa douleur au semi-coma? Mais alors pourquoi aurait-elle rêvé ces scènes-là et pas d'autres? Pourquoi cette représentation de cette femme, ces dialogues et pas d'autres? Il ne parvenait pas à interpréter cette partie de ses nuits, etc., etc. Vous voyez, ce que je trouve intéressant dans cette question du chaos, finalement, c'est que à travers son moment de réveil, alors ça c'est quelque chose qui est très connu des patients qui s'éveillent de coma, cette période comme ça de traversée délirante, peuplée un peu d'hallucinations et de délire, on les connaît bien en réa.
on a du mal à la raccrocher à quelque chose. Ce qui va du coup être très intéressant pour nous, c'est que pour l'instant, il y a très peu d'études qui montrent qu'il y aurait un effet de sevrage des produits qui viendrait favoriser un délire au moment du réveil. Jusqu'à présent, ces moments délirants sont plutôt passés du côté médical comme quelque chose qu'il faut atténuer au maximum. Je lutte un peu contre ça parce que je pense que le délire, c'est une tentative de réorganisation de la vie psychique au moment du réveil, de la même manière que le chaos est un organisateur de la vie psychique dans certains états de précarité. Et c'est comme ça que je vous lisais ce texte-là, parce que ces discours, on en entend beaucoup dans les réanimations. Alors là, c'est l'exemple. Il va venir au fur et à mesure du bouquin jusqu'à la fin, et à la fin faire l'hypothèse qu'au fond, peut-être que c'était sa représentation à lui de la mort à ce moment-là, et qu'il s'est raconté cette histoire-là. On voit différents éléments qui nous permettent de le penser dans le livre, mais qui se raconte cette histoire comme la construction d'une représentation lui permettant de contenir cette angoisse de mort pour lui dans ce moment-là. Il va l'associer à différentes choses, il va voir que ces deux femmes sont là, il va se rappeler de l'endroit. Il a un coin de son lit où en haut à gauche, il dit là c'est pas possible, ça c'était le coin où était ma femme, elle venait, elle s'asseyait régulièrement et elle faisait le contre-pied ou le contrepoids par rapport à ces deux soignantes qui venaient vouloir le tuer. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir penser à partir de ces éléments-là. Bon, c'est bien qu'on ne parle pas clinique avant d'avoir coupé l'enregistrement, parce que du coup, l'abro nous permet de penser clinique quand même en étant dégagé de la confidentialité à ce moment où on se parle. Mais penser l'éveil comme un théâtre, penser l'éveil comme une scène sur laquelle se joue une certaine catastrophe, et qu'au fond, dans cette catastrophe, on est aussi acteur. C'est-à-dire que le témoin à cet endroit-là, ça va être le psychologue ou le psychanalyste qui va pouvoir écouter en même temps la question du délire, mais aussi ceux qui dans le délire, et il le dit bien, pourquoi j'ai rêvé ça et pas autre chose, pourquoi cette femme-là et pas une autre, quelles associations sont venues se nouer. Et ça, on se rend compte en travaillant avec les patients au moment du réveil et dans leur discours, et quand on parle aux patients et à leur famille, qu'il y a pour eux des traces dans ces histoires-là de leur histoire à eux. C'est-à-dire qu'on ne délire pas sur n'importe quoi et pour n'importe quoi. On n'a pas une hallucination comme ça qui n'a aucun sens. Ça a bien un sens dans la vie du sujet. Et on peut le relier, on peut le raccrocher à une histoire. Pour changer un peu de registre, les neuroscientifiques qui travaillent actuellement sur le rêve, notamment Jean-Paul Tassin, mais d'autres, se posent la question de savoir si on aurait une activité de rêverie en continu, qui serait extrêmement coûteuse en termes d'énergie, c'est-à-dire que vous vous endormez, puis ça se met en marche, et puis ça continue, donc le processus hallucinatoire continuerait. Ou bien, est-ce que, donc on est sur ça c'est un peu le modèle classique qu'on a jusqu'à présent du rêve, qui se met en place dans les moments de sommeil plus profonds, paradoxaux du moins. Ou bien est-ce que, et c'est là-dessus qu'ils sont en train de discuter actuellement, est-ce qu'on produirait pas un rêve au moment où il y a des ruptures dans le sommeil, c'est-à-dire au moment où il y a une disruption comme ça qui vient modifier l'état de sommeil, et que là on produit une image, et que cette image c'est l'image du rêve. Et c'est celle qu'on saisit dans des micro-réveils comme ça au fur et à mesure de la nuit. Alors, au fond, on pourrait se dire sur le plan psychanalytique, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse, c'est l'image qui est produite et ce qu'elle vient raconter. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que quand on veut essayer de saisir la globalité du fonctionnement d'un sujet, c'est qu'on est autant intéressé sur ces moments d'éveil et d'endormissement et les séquences que les images de rêve qui vont être produites. Donc les deux champs peuvent très bien s'articuler, ils ne sont pas tout à fait au même endroit, mais les deux champs peuvent s'articuler. Il me semble qu'on a à apprendre de ces micro-coupures comme ça, qui viendraient être comme des saisissements. Est-ce qu'on est du côté d'un modèle, de la micro-coupure? Est-ce qu'on est du côté d'un modèle d'une continuité? Et ça, je crois qu'on a à le réfléchir aussi. Et pendant le coma, on sait si les gens y rêvent ou ils ont aussi cette alternance? Alors, c'est intéressant parce que je m'étais noté quelque chose par rapport à ça. Quand j'ai présenté mes travaux il y a quelque temps dans une réanimation, parce que je fais régulièrement ça, je vais présenter des travaux sur le coma aux réanimateurs. C'est drôle parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout la même façon de voir le coma.
Et dans mon travail de recherche, j'étais parti d'un présupposé qui était de dire le coma, c'est un processus. Voilà, je voulais penser ça de ce côté-là parce qu'il me semble que on pouvait voir le coma à la fois comme une manière de couper le sujet d'eux, mais aussi une manière de protection pour le sujet. Hein, vous avez en tête les théories de Ferenczi, le clivage au moi et le fait de pouvoir couper une partie de soi-même pour en protéger une partie et puis laisser le reste finalement comme dans des états traumatiques ou de viol ou autre où les personnes nous décrivent cette coupure comme ça. Et donc la dernière fois que je fais cette présentation-là, je commence comme d'habitude, le coma est un processus, et un des réanimateurs réagit immédiatement en me disant non, le coma c'est un état. Alors la discussion elle est intéressante parce que pourquoi lui il le pense de ce côté-là, pourquoi moi je le pense de ce côté-là. Donc le médecin réanimateur me dit c'est un état. Quelque temps après, je discute avec un neurologue anesthésiste réanimateur et je lui dis le coma c'est un processus. Il me dit bah oui. C'est un processus parce que physiologiquement parlant, c'est pas du tout un arrêt de quoi que ce soit. Il y a bien une continuité et il se passe tout un tas de choses qui bougent dans tous les sens. Donc vous voyez qu'en fonction du champ dans lequel on regarde, on voit pas tout à fait les mêmes choses et c'est vraiment intéressant de croiser ces abords-là. Et ce médecin avec lequel je parlais dernièrement s'intéresse justement aux questions de l'activité onirique pendant les périodes de coma. Un autre élément qui permet de penser ces états de chaos, c'est aussi de pouvoir penser la barrière du coma comme une barrière perméable. Et ça, maintenant, on est de plus en plus avancé pour penser ça. C'est-à-dire qu'il y a bien une perméabilité dans le coma. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi et comment. Donc, on ne sait pas ce qui traverse cette barrière. On ne sait pas comment ça traverse. Et c'est là qu'on se retrouve aussi en écho dans nos travaux avec Colette sur la question de la perception et de la sensorialité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment est interprété par la personne dans le coma ou par la personne qui est dans des états graves d'anorexie, comment sont interprétées ou perçues un certain nombre de sensations. Ce qu'on sait, c'est que un mot ne traverse pas comme ça la barrière du coma telle qu'elle, de la même manière que dans le rêve, il y a une censure, la frontière est fermée, donc il faut faire tout un tas de transformations pour pouvoir passer en fraude un certain nombre de choses. Et on retrouve ça dans les discours des patients qui se réveillent. Donc il y a bien une activité, moi je pense, quelque part onirique d'une manière ou d'une autre, mais on l'entend dans le réveil des patients qui vont, dans leur discours qui paraît comme ça délirant, associer des éléments de la réalité en train d'être perçus actuellement à des moments d'histoire de vie, et tout ça va se condenser comme dans un rêve en une histoire très farfelue. Pour exemple, comme ça, dans un des textes dont je parlais, une dame se réveille avec dans la période qui suit justement son éveil de coma, mais où elle commence à pouvoir parler à nouveau. Elle parle des petites choses qu'on lui donne à manger à l'hôpital, au restaurant, puisqu'elle se vivait au restaurant à ce moment-là, et en parlant de petites choses, elle agite son pouce et son index à la hauteur de son nez, à la hauteur de l'endroit où il y avait la sonde nasogastrique qui lui était passée pendant sa période de coma. Voilà, donc on voit bien que la perception est transformée, elle a été reprise sous forme de mots, et puis quand les mots arrivent, c'est comme une métaphore, mais qui laisse entendre qu'il y a bien quelque chose de la perception, de la sensorialité pendant le coma ou juste à l'éveil qui a pu être réapproprié par la patiente. Ce qui me semblait aussi important peut-être de vous dire avant de trop donner la parole, mais c'est la question du lien, en fait, puisque tout à l'heure tu prenais l'exemple du mamelon et de l'accordage. Enfin, j'entendais ça moi du côté de l'accordage. Je trouvais important aussi de penser notre rôle dans cet accompagnement-là. Tu parlais du être là. Alors effectivement, cette notion de être là, moi je l'ai beaucoup travaillé en réanimation, parce que être là en réanimation, c'est pas simple du tout. C'est pas simple à la fois dans le rapport au patient, mais dans le rapport à l'équipe. Un psychologue, même si en réanimation, les services de réa crient comme ça qu'ils ont besoin de psychologues, quand ils en ont un, c'est pas facile non plus, parce qu'on sait pas vraiment par quel bout s'attraper les uns et les autres, et ça demande tout un... Ça, c'est le Petit Prince tous les jours, quoi, hein. Vous savez, le Petit Prince et le renard...
C'est l'expérience du Petit Prince et du Renard perpétuelle dans un service de réanimation pour un psychologue qui débarque. Et de la même manière pour les soignants. Enfin, on est des bêtes bizarres au début et il faut s'apprivoiser les uns et les autres. Il faut trouver des modalités de rencontre et avec les patients de la même manière. Donc ça vient nous éprouver sur ce travail de la continuité de présence, de la capacité de la continuité de présence. Et effectivement, le temps joue beaucoup. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est que on a besoin d'avoir du temps pour s'apprivoiser les uns et les autres et pour accompagner ces moments d'éveil, parce que l'éveil, c'est pas de la même manière que la guérison d'anorexie, c'est pas linéaire et progressant vers le haut, mais il y a des stades, il y a des moments où on avance, des moments progrédients, régrédients, etc. Et ça demande du temps d'accompagner ces mouvements-là. Ça demande de la présence et une certaine qualité de présence qui fait qu'on peut être sollicitable facilement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être saisissable. Moi, j'associais le être là avec l'errance. En fait, j'ai écrit un truc autour de l'errance en réanimation, du psychologue qui erre dans les couloirs. Errer dans le fait de pouvoir se rendre disponible et saisissable. C'est-à-dire que si on est dans son bureau, on n'est pas saisissable, surtout dans un service de réanimation, vous l'imaginez bien, que si on attend les patients dans son bureau, on ne voit pas grand monde. Mais par contre, d'être là dans les couloirs et de pouvoir se laisser attraper par un regard, par un mouvement de doigt, par une alarme qui sonne. Voilà. Enfin, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a aussi cette on pourrait dire malléabilité, on pourrait dire plasticité, enfin, on peut le dire sous différents champs, mais capacité de pouvoir se rendre saisissable par l'autre, et en même temps saisissable, et en même temps avec des points de butée, c'est-à-dire que ce qui fait éveil aussi, c'est quand même la question du conflit. Enfin, ce que tu pouvais aussi ramener, c'est que être pas d'accord, ça réveille. Enfin, quand quelqu'un nous dit non, ce qui s'est passé, je suis pas d'accord avec vous, ben, on va être obligé de se mobiliser. Et puis, ça va demander de structurer un peu une parole. Un moi qui va être un peu diffracté va devoir se rassembler pour pouvoir se réorganiser et exister au sens de pouvoir se redresser. Ce qu'on retrouve très souvent dans les moments de réveil de coma, c'est cette confrontation entre l'histoire délirante, en tout cas délirante, vécue comme délirante, des patients. Les patients vont le dire après coup aussi très régulièrement, les patients une fois qu'ils sont un peu plus réveillés, qui sortent de ces questions traumatiques et d'emboîtement de traumatisme, parce que les services de réa c'est traumatogène aussi. Quand ils récupèrent un peu les esprits, bien souvent ils disent mais quand même, ils s'excusent très souvent auprès des soignants d'avoir été fou. Certains le disent, j'étais pas moi-même, vraiment là je me reconnais pas. Enfin, ils se mettent à critiquer leur délire de la même manière qu'un patient en psychiatrie va pouvoir critiquer son délire. Mais par contre, dans cette réorganisation-là, on traverse des périodes de conflit qui vont se faire entre le patient qui va pouvoir dire bah voilà, ma femme est venue hier, et puis une infirmière qui va dire ah bah pas du tout, on n'a vu personne, aucune visite. Ah mais je vous assure qu'elle est. Et ben voilà. Et là il y a quelque chose qui est en train de se réorganiser. Et ces moments-là, c'est important de les accompagner, à la fois pour permettre au patient une réorganisation, lui permettre de faire du lien aussi avec une sensorialité renaissante. Et on s'aperçoit souvent de ça. Ça fait partie des points qui sont en ce moment au travail pour moi dans les recherches, c'est en quoi est-ce que la sensorialité douloureuse permet aussi une réappropriation d'une histoire. C'est-à-dire que les patients qui se réveillent en réa, la plupart du temps, ne ressentent pas grand-chose, parce qu'ils sont largement sédatés, et puis les produits analgésiants sont là pour qu'on ne ressente rien. Le problème, c'est que rien ressentir, c'est aussi rien inscrire dans son corps, au moins pendant un temps. Donc ça pose de vraies questions, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on localise une histoire, comment on commence à réancrer une histoire, à se la réapproprier si on la sent pas. Donc c'est des questions qui sont très actuelles et qui vont un petit peu à l'encontre des politiques de santé. Hein. Vous savez, c'est marqué partout à l'hôpital, douleur zéro. Pour moi, celui qui a pas mal, c'est celui qui est mort. Donc c'est compliqué. Donc on se bat un peu avec ça, pour faire entendre qu'une douleur, évidemment à minima, mais une douleur, c'est une sensorialité, c'est un éprouvé, et ça pousse aussi à commencer à reprendre des mots, à se réapproprier une parole. Il y a d'ailleurs des patients qui réclament ça. On ne fasse pas une analgésie totale, ils veulent éprouver quelque chose.
chose. Oui, tout à C'est fait. le cas dans les services de grands brûlés où ils savent Oui. parfaitement que s'il y a douleur zéro, les patients se laissent mourir. C'est ça. C'est intéressant d'avoir des échos comme ça d'autres services justement sur cet éprouvé et sur la nécessité de se réapproprier une sensorialité, de ne pas être complètement Se dépossédé. sentir vivre spirituellement pour les accouchements. Dans un rapport à un moment où les patients sont dépossédés en fait de leur sensorialité. C'est-à-dire que Et en plus, la Donc, sensorialité. voilà. Il Ouais. est dépossédé de son histoire habituelle, Tout de à sa fait. continuité, etc. Oui. Tu veux reprendre un peu Oui, je vais la parole? un peu reprendre la parole. Et la question qui va se poser, c'est si on va débattre sans amener de clinique ou bien si on en amène un peu là. Oui. La maintenant. seule chose qu'on arrêtera quand Oui. on parlera de clinique, C'est ça sera l'enregistrement. ce qui sera sur YouTube. Oui, Mais nos collègues peuvent entendre, bien peuvent sûr. entendre. Oui. Donc on n'arrête pas, on peut arrêter certaines choses et pas d'autres. C'est ça que Oui, voilà. voilà, oui, c'est ça. oui, oui. Donc Avant, tu préviens je à quel préviens. moment. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on voit Et- bien que quand on parle comme ça de ces éprouvés, de cette sensorialité, ça fait appel à la clinique, ça fait appel à la rencontre et au lien avec la clinique de chacun. Oui. Alors, je reprends certains points de ce que tu viens de dire. Comme ça vous fait voir comment on travaille en plus constamment. Ce que tu disais des processus de symbolisation parfois abîmés et interrompus et comment notre question à nous, c'est comment les relancer alors qu'ils sont en suspens. Alors, je relis ça à ce que tu évoques à la fin de ce que tu dis, qui est que si le sujet ne sent pas, puis où on en était là à l'instant, c'est la mort en fait. Mais il y a deux choses qui Donc se ça va passent vers pourtant la- en même temps dans ce qu'on a constaté. C'est-à-dire que quand le réveil du sentir se fait, et peut-être tu pourras tout à l'heure évoquer ce patient qui a été 2 fois en réanimation à quelques années d'intervalle. Et la mise en résonance de cette période, comme la mise en résonance de l'anorexie, de cette période de ne pas sentir de l'anorexie, va résonner jusqu'à in utero, on pourrait dire. En tout cas, à toutes les étapes de la vie, l'adolescence, l'enfance, la petite enfance, la naissance, la période, les périodes orales, bien sûr, pour nous, du début de l'alimentation avec les dents, du sevrage du lait, de l'alimentation des pas. Ça va résonner comme en musique les harmoniques, en quelque sorte. C'est-à-dire que la réinterprétation que le patient va faire de ce qui lui est arrivé dans sa maladie ou son coma, dans la maladie anorexique ou dans le coma, elle va se faire en revenant, comme quand il rêve, vers des choses. Il va utiliser pour symboliser cette période de catastrophe d'autres d'avant. Par exemple, la prématurité, par exemple, un événement d'agression. Mais on pourrait aller dans l'autre sens en disant que ce qui arrive, pour ce qui est de l'anorexie, pourra avoir la tendance à dire ah ben il y a anorexie parce que dans la période néonatale il y a eu telle séparation, l'oralité a été interrompue, la séparation avec la mère, etc. Mais il faut bien penser plus à l'autre mouvement, c'est-à-dire que c'est les résonances de sens qui viennent pour essayer de donner du sens à une période où on n'a pas senti. Enfin, ce que tu dis, avec des trous. C'est-à-dire qu'on va reprendre les autres trous où il y avait eu des périodes où on ne savait pas ce qui se passait, pour essayer de donner du sens à l'insensé. On va reprendre d'autres périodes et on va retrouver donc dans les rêves et dans les associations, des symbolisations comme ça. Et elles sont utiles parce qu'elles nous servent à relancer le processus de symbolisation. Donc, c'est pas que ça a forcément un lien, mais ça sert à parler, à s'identifier mutuellement et à remettre dans l'histoire du patient ce qui vient de lui arriver, que ce soit le coma ou l'anorexie. Et
quand tu parlais des réinterprétations de la période où ils ne sont pas et où, par exemple, Labro invente des personnages, etc. Vous savez, cette invention dans l'anorexie de cette espèce de voix tyrannique qui dit « fais ci, fais ça », qui est probablement une réinterprétation, à mon avis. Et moi, je me demande si c'est pas que quand on sent plus et qu'on ne sait pas qu'on sent plus, à cause du taux de cortisol qui est immense, à cause du cerveau qui est complètement amaigri autant que le reste du corps, et qu'il n'y a plus de corps gras, et qu'on peut se demander si les gaines de myéline ne fuient pas, marchent pas, et que donc la circulation est vraiment difficile dans les neurones, tout ça, que de s'appuyer sur la maladie et de s'inventer une cohérence, je ne mange pas parce que, est-ce que c'est pas un moyen de combler les trous du sentir? Et en tout cas, dans le travail en ambulatoire que je peux faire, en particulier en post-hospitalisation, dans la période où donc ressentir revient, c'est parce que quand les gens sortent, souvent ils n'ont pas encore leur poids, et leur cerveau il est encore bien abîmé, etc. Il y a encore de l'épuisement, mais petit à petit ça part. Et dans cette période, pourtant, il y a encore bien des choses chaotiques, bien des choses qui raclent, on pourrait dire, ou qui ne sont pas compréhensibles. Et j'utilise beaucoup le fait d'aider l'être à se rendre compte que ce qui est traumatique, là, c'est de ne pas sentir. C'est encore de ne pas sentir. Alors, je pourrais donner des exemples de début de consultation, de début de suivi en consultation de patients avec des anorexies sévères, mais qui ne sont pas hospitalisés, ou qui vont être hospitalisés un peu plus tard, mais qui ne sont pas prêts à ce moment-là de l'accepter. Donc ça, peut-être, on le fera juste après. Mais c'est donc, il y a un handicap qui est la baisse de la perception, qui fait que les émotions, les sensations, les affects, tout ça, c'est plus possible de les dire, parce que de toute façon, ils ne sont pas atteignables par la perception. Enfin, voilà mon hypothèse. Donc, on ne peut pas décrire quelque chose qu'on ne sent pas. On peut le réinventer par un passé de la période où on sentait. On peut retrouver des émotions d'avant. Et on le voit dans le coma, comment le patient, peut-être tu parleras après, il se réinsère ou se réaffère, au sens réafférentation, par des choses du passé, pour expliquer à Raphaël ce qu'il a vécu pendant la période de coma. Et donc c'est intéressant de voir les patients après ces périodes, et de voir les patients vraiment après la période grave d'anorexie aussi, pour qu'ils puissent recomposer la situation en ayant le fait qu'ils ne sentaient pas, c'est-à-dire qu'ils ont un handicap, qu'ils sont handicapés de la perception pendant un temps. Et donc, quand nous, par exemple, en consultation psychosomatique, quand ça m'arrive, on doit répéter des centaines de fois la même chose qu'on a déjà expliqué avec beaucoup de patients de différentes façons, et que le patient semble ne pas se souvenir. Mais comment pourrait-il se souvenir puisqu'il n'afférente pas à des sensations ce qu'on décrit? Pour la satiété, pour l'hypoglycémie, donc c'est l'exemple qu'on a mis dans InAnalysis, c'est comment se représenter l'hypoglycémie quand on ne la sent pas. Et que la patiente, dans cette histoire-là, puisqu'on l'a écrit, on peut l'évoquer là juste un instant, va simplement dire « je me réveille la nuit, toujours à la même heure », et elle rattache à un rêve qu'elle ne décrit pas d'ailleurs. Elle pense qu'elle a rêvé, mais qu'elle n'a pas dû rêver suffisamment de façon nette, ou qu'elle n'a pas résolu le problème de la journée dans son rêve, et que c'est pour ça qu'elle ne dort pas. Et moi, je veux lui amener l'idée que elle a faim, mais qu'elle ne le sent pas, et qu'elle ne peut pas dormir à cause de ça, et qu'elle se réveille, peut-être elle a tenté de rêver ça aussi, l'hypoglycémie ou la faim. Mais alors justement, du coup, ça me fait... Alors d'abord, ça me fait rappeler l'adage qui dit que quand même la première fonction du rêve, c'est de permettre de continuer de dormir, d'où ces histoires qu'on se raconte.
Et par rapport à ce que vous venez de raconter en faisant cette chaîne, donc, perception, représentation, mémorisation, donc représentation impossible parce que défaut de perception, mais aussi incapacité de mémoriser, est-ce que plutôt que de penser au modèle du délire, qui certes est très proche du modèle du rêve et qui est bien incommode pour ça, ce ne serait pas plutôt le modèle de la fabulation compensatrice comme dans le corps sacré? Eh bien, par moments, j'y pense, oui. Ou comme dans l'Alzheimer, de réinventer une continuité par-dessus le trou, de s'expliquer son oubli. Oui, c'est des hypothèses qu'en tout cas, on peut essayer de chercher. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est quand même, comme disait Raphaël juste avant, le coma est un processus, c'est qu'en même temps, il y a une activité de processus de symbolisation, même s'il passe par-dessus le fait je ne sais pas que je ne sens pas, il y a quand même le fait que sont en travail les différents niveaux de l'être. Et bon, tout à l'heure, quand on aura enlevé, je pense à une patiente qui est hospitalisée dans le service de Dorothée, où on voit les niveaux avec certains soignants qui travaillent le bébé tout petit. Mais ça, c'est pas dit, c'est dans la description qu'on le sent. Et d'autres qui travaillent l'adolescente qui s'affirme et qui retrouve un peu du sentir à travers des jeux de rôle et qui s'identifie à l'animal et tout ça pour dire les choses du contact. Et que en fait, il y a tous les niveaux de l'être qui travaillent dans cette période, comme peut-être même dans le coma en fait. Tous les niveaux de l'être qui sont convoqués dans la catastrophe, dans la situation de catastrophe pour aider le sujet ou pour aider à une subjectivation quand on n'a pas le sensoriel, quoi. Ou qu'on n'en a qu'un tout petit bout. Moi, ça me pose aussi des questions et j'espère que peut-être l'année prochaine, on pourra justement débattre si par exemple Dodin vient, c'est que ou si Florence est là, Ashkenazi, c'est quand on fait des ateliers sensoriels comme fait Florence par exemple, Ashkenazi prouvant oui, que la moitié des hospitalisations peuvent être évitées par ces ateliers. Mais quand je vois par exemple comment des enfants qui apprennent à lire peuvent, grâce à la mémoire, nous faire croire qu'ils savent déjà lire, parce qu'ils ont retenu une histoire parfaitement et qu'ils peuvent même suivre du doigt, ce qu'ils ne reconnaissent pas dans la lecture, mais parce qu'ils ont bien retenu le rythme du temps sur la phrase, sur la page avant, et qui peuvent mimer encore, en quelque sorte une interprétation des perceptions, la visuelle, de la lecture, alors qu'ils ne l'ont pas encore. Mais je pense que dans les ateliers sensoriels, il doit y avoir un phénomène comme ça. C'est-à-dire, ils travaillent sur les odeurs, ils travaillent... Et ils jouent. C'est ce que tu dis, il y a du jeu. Ils jouent à déjà pouvoir alors qu'ils peuvent peut-être pas. Et pourtant, eh bien, dans ça, ils font un travail de symbolisation, ils font un travail d'activité psychique sur une perception qui est pourtant en grande partie défaillante. Donc, comment, du coup, soyons à la fois conscients qu'ils ne sentent pas, mais prudents, n'en concluons pas que parce qu'ils ne sentent pas, on peut pas travailler sur le sensoriel, mais ayons l'ouverture d'esprit de se dire que on réamorce un processus, mais qu'il ne faut pas non plus qu'on l'anticipe trop, quoi. En disant, ah, ça y est, il se réunifie, etc. Il fait beaucoup d'efforts pour donner l'impression qu'il se réunifie, par exemple, dans une activité, danse, expression corporelle, comme il y a dans les ateliers de l'équipe de Florence Ashkenazi. Et voilà, c'est donc à la fois avoir une modestie de notre compréhension et puis savoir qu'il y a beaucoup d'écueils que les patients ne pourront nous dire que longtemps après. Moi, plein de choses que j'ai apprises, c'est 10-15 ans après. C'est-à-dire que la détresse éprouvée par le patient qui fait comme si il peut déjà parler, sentir, mémoriser, se concentrer, alors qu'il est comme dans un texte de Winnicott où Sarah, dans l'histoire des identifications croisées, l'exemple où elle dit « Je suis
assise ou debout sur un clocher. Elle peut même plus dire si c'est assis ou debout dans son état de sensation de détresse. Et comme si on pourrait penser qu'elle retourne à une image de l'enfance, d'être pris dans les bras et d'être à la fois assis debout, comme pris contre le corps d'eux, mais en même temps, en se servant de cette mémoire-là, elle veut décrire que c'est la chute. Elle dit, je passe énormément d'énergie à tenter de maintenir mon équilibre. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça dans notre travail avec eux. Et si je le prends sur un dernier point avant peut-être qu'on coupe l'enregistrement, quand un patient sur 2 nous dit « À mon anorexie, il n'y a pas de raison, je ne vois pas, je ne sais pas », rajoutons derrière « je ne sens pas, je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas chercher, je ne peux pas avoir accès à mes souvenirs, je ne peux pas mémoriser et je ne peux pas comprendre votre question. » Qu'est-ce que c'est avoir des raisons de... Je ne peux pas m'unifier pour penser une causalité qui est dans le temps alors que je ne suis plus dans le temps. Mais la personne ne va pas pouvoir vous dire le temps. Pour moi, ça n'existe pas. Le passé, le présent, le futur, je ne sais plus bien où c'est. Et donc la personne va faire l'effort de maintenir son équilibre en disant non, il n'y a pas de raison, je ne vois pas. Je ne vois pas, il est dit souvent, je ne vois pas. Et non pas je ne sais pas, je ne vois pas. Et oui, il n'y a pas de vision de soi qui rattacherait. Et respectons ça. Combien je vois des patients à qui on a beaucoup posé la question, mais c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais il faut que vous cherchiez. Moi, je dis paradoxalement le contraire. Souvent, je dis, c'est pas ça qui va vous permettre de guérir, de savoir. Ça, c'est pour beaucoup plus tard que ça vous intéressera peut-être ou que ça vous viendra d'un coup. Parce que on peut plus être dans des logiques de mentalisation, de rationalisation, comme si la rationalité allait enlever le vide, le chaos et le flou, pour qu'on va pouvoir s'asseoir sur une belle assise d'explication logique. Et donc finalement, c'est les petits écarts, les petits riens, comme tu dis parfois aussi, dans le présent, dans le moment de la présence ensemble, dans l'immédiat, qui nous donnent des repères, mais c'est donc des repères très ponctuels dans l'instant présent, de quelque chose qui est senti un peu. Ah oui, là je sens que je sens pas, ou là, ah oui, ça, ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Cherchons ensemble des mots pour décrire qu'est-ce que c'est que ça qui se passe dans mon ventre à l'instant, ou qui se passe dans mon dos, ou en étant près de vous, ou dans la voix, voilà. Les petits écarts qui vont susciter des images, hein, puisqu'on a beaucoup réfléchi. Quand on sent pas, comment on peut passer à l'image et au mot. C'est ça qui nous passionne en fait, c'est ce travail de métaphorisation qu'on a essayé de décrire dans l'article de In Analysis en reprenant tout le travail de Ricoeur sur la métaphore vive. Enfin, toute la réflexion de Ricoeur à partir d'Aristote en fait, sur qu'est-ce que c'est que, comment la métaphore elle déplace et elle dérange. Et par le fait qu'elle dérange, donc c'est un chaos aussi, enfin, elle n'est pas à l'endroit attendu, et grâce à ça, elle innove dans le lien entre les deux personnes. Parce qu'elle parle bien de ce qu'on veut dire, mais non, elle n'en parle pas du tout. Hein, c'est un peu comme l'oranger bleu, ou je ne sais pas, enfin, des choses... On peut maintenant soit discuter et on l'enregistre, soit parler de nos exemples cliniques. C'est vous qui de toute façon, ce qu'on peut faire, enfin, je me disais, on peut arrêter l'enregistrement maintenant pour ce qui va être sur YouTube, oui, et continuer et remettre un deuxième enregistrement sur la partie clinique. Si vous trouvez un moyen de vous le faire passer en dehors de YouTube, pourquoi pas. En groupe, oui. Voilà. On peut essayer. Mais on continue Skype.